Acte 1 de la semaine du tribunal de l'actualité. C'est un plaisir renouvelé de vous retrouver du lundi au vendredi pour décrypter l'actualité d'ici et d'ailleurs. Vous le savez, nous sommes au tribunal de l'actualité et c'est un rendez-vous que vous pouvez d'ailleurs suivre sur nos plateformes Facebook et YouTube. Je suis Adam Scarlett Ouedraogo, président de ce tribunal. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour, Messieurs les juges, Bernard Bougma, Geoffroy Vaha. Bonjour, président Ouedraogo. Bonjour, juge Vaha. Bonjour, Madame, Messieurs. Bonjour, juge Bougma. Bonjour, président. Bonjour, auditeurs et téléspectateurs. Le Burkina Faso a un gouvernement de transition depuis le 5 mars dernier, un gouvernement de 25 membres comme le prévoit la charte sous la houlette du docteur Albert Ouedraogo. Dans cette équipe gouvernementale, on note le retour aux affaires d'anciennes figures de la scène politique et l'entrée d'acteurs de la société civile et du monde syndical. C'est le seul sujet enrôlé pour la présente convocation. Décryptage et analyse des juges après les avant-propos. Bernard Bougma, vous avez la parole pour cette première convocation. On écoute votre avant-propos. Merci, Président. Je voudrais souhaiter une très bonne semaine à tous les Burkinabés. Souhaiter également un très bon lundi à tout le monde. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour pour beaucoup. C'est vrai que le sujet est enrôlé. Pour les 25 qui sont appelés au niveau du gouvernement, j'ai dit c'est un nouveau jour pour certains, pour d'autres c'est une reprise de service. Donc c'est dans ces conditions qu'on aborde cette nouvelle semaine. D'ailleurs, leur prise de contact c'est aujourd'hui à 10h. Donc j'ai dit c'est dans ces conditions que nous abordons cette semaine au niveau du Burkina. Pleine d'espoir, d'appréhension et de tout ce qui va avec dans le quotidien d'un homme. C'est aussi ce cri de cœur que je porte pour les habitants de Mansilla. On se rappelle que Mansilla, c'est difficile d'accès, voire impossible. Mais en ce qui concerne l'alimentation aujourd'hui, c'est très très compliqué. Très compliqué parce que les échos sont difficiles effectivement à entendre. Quand on vous fait savoir que maintenant c'est pratiquement avec des fruits sauvages et pas d'ailleurs n'importe quel fruit sauvage avec lesquels les habitants se nourrissent, ce n'est pas simple. Les fruits sauvages, on peut les manger par plaisir. Voilà, donc, mais quand ça devient de la nécessité, parce qu'il n'y a plus rien dans le grenier, parce qu'il n'y a pas un approvisionnement qui soit possible compte tenu de l'état de la situation, c'est compliqué. Pour des populations qui ont refusé de décaler, je dis bien c'est très difficile. Donc, quand vous entendez que c'est les fruits, je ne connais pas le nom scientifique de la plante en français, mais en maure je connais. Le bangana, les feuilles de bangana que par moment les fruits, les graines qui sont à l'intérieur que les populations commencent à se débrouiller avec pour une plante destinée beaucoup plus à l'alimentation du bétail, parce que c'est très bien pour le bétail, les éleveurs en savent. Quand on arrive à ces conditions, il faut dire que c'est quand même sérieux, c'est préoccupant. C'est un cri de cœur certainement que les autorités ont déjà entendu parce que les habitants, les natifs de cette zone qui sont à Ouaga ont pris langue avec certaines autorités. Elles le savent déjà, elles en parlent. Mais j'ai dit, je porte ce cri de cœur-là, espérant qu'on sera entendu et que cette semaine, Mansilla pourra être approvisionnée comme Titao l'a été et comme d'autres localités aussi. Mais on n'oublie pas aussi qu'il y a beaucoup d'autres localités qui sont dans des conditions difficiles, j'ai dit bien très difficiles comme Mansilla, et vous ne pouvez même plus appeler quelqu'un parce que les réseaux ont été tapés. Donc beaucoup de courage à toutes ces personnes, beaucoup de courage aux forces de défense et de sécurité et beaucoup de courage à tous les Burkinabés. Merci, juge Bougma. Juge Vaha, vous avez la parole. Oui, merci, président. Moi, mon avant-propos va concerner le Mali. C'est vrai qu'on l'a passé un peu sous silence. Le deuil national qu'il y a eu, je pense que c'était 2 jours de deuil parce qu'un camp avait été attaqué, donc avec plusieurs morts dans les rangs des forces armées maliennes. Il y a certains qui ont vite fait de relayer, comme pour dénoter que depuis le départ annoncé de la France et puis donc la fin de certaines opérations, voilà que le Mali se retrouve très rapidement fragilisé. Mais je pense que ce n'est pas les premières attaques qui suivent le Mali avec même les Français sur son sol. Donc c'est penser à ce peuple frère-là et puis espérer que sur la dynamique nouvelle dans laquelle se retrouve ce pays-là, on ait des résultats plus probants pour le bonheur des Maliens et de notre sous-région, parce que n'oublions pas que si les terroristes, on arrive à l'accueillir un peu partout, cela va participer du bonheur de toutes les populations de cet espace-là, parce qu'on ne gagne pas seul cette lutte-là, et c'est avec les autres
qu'on peut donc s'en sortir. Donc c'est une pensée à l'endroit de ce peuple malien et puis leur souhaiter beaucoup de courage. Merci pour ces avant-propos. Nous allons également dire merci à l'équipe de réalisation de cette émission, le Tribunal de l'actualité, qui nous permet d'être ensemble du lundi au vendredi sur les antennes des médias leaders Twi TV et Watt FM. Je l'ai dit, c'est officiel depuis 72 heures. On connaît désormais les hommes qui composent le gouvernement Albert Ouedraogo. Si le nombre était connu d'avance, la question c'est comment le Premier ministre allait justement conjuguer l'urgence, le primordial et le nécessaire dans un gouvernement restreint. Alors, juge Bougma, dans la forme, est-ce qu'on peut dire justement que ce pari a été gagné? Bon, dans la forme, ça a été gagné parce qu'il y avait un nombre à ne pas dépasser. Quoique dans la composition de cette forme, il y a des choses à redire. Mais dans la forme, le format, le nombre voulu, je dis bien, il a été respecté. Maintenant, à l'intérieur, les éléments de forme aussi, ce sont les profils qui ont été envoyés. Là, on a du tout. Hein. On a du tout. De l'analyste politique à l'universitaire chevronné, du juriste ou l'homme de droit chevronné aux anciens caciques du régime, et aussi les nominations qui soulèvent de la controverse. Donc on a un gouvernement que je qualifie de fourre-tout, où toutes les sensibilités, toutes les tendances sont prises en compte. Quand je dis sensibilité et tendance, je ne parle pas forcément de partis politiques, parce qu'il y a des partis politiques qui ne sont pas représentés, mais qui ont des amitiés ou des connexions à l'intérieur. Donc c'est pourquoi je parle également de toutes les tendances. Ils ont fait l'effort de brasser large, et puis aussi il y a les accointances ethnico-religieuses qui y sont, les affinités sociales aussi qui y sont. Mais bon, la réalité aussi c'est que nous sommes dans une société, c'est difficile de faire ça. Ça va être très difficile. Parce qu'à un moment donné, vous n'allez pas vouloir, mais après, ça va vous revenir à la face, vous vous rendez compte que c'est à cause de cela. Mais bon, mais parfois, l'intention de départ aussi, c'est pas ça. Mais bref, dans ce gouvernement, on a du tout. Donc, je l'appelle également un gouvernement fourre-tout. Parce qu'à force de chercher le consensus, à force de vouloir plaire à toutes les tendances au Burkina, on veut faire feu de tout bois. Et c'est ce qu'on a dans ce gouvernement. Alors, juge va toujours dans la forme, quand on regarde ces 22 civils, 3 militaires, 6 femmes. À ce niveau-là, beaucoup craignent qu'on ait un gouvernement beaucoup plus avec d'hommes entre eux. Est-ce qu'à ce niveau-là, vous êtes satisfait de ce dosage qui a été fait entre civils et militaires? Il ne faut pas aussi rester dans l'analyse au regard au sens strict du gouvernement, de sa composition. C'est se tromper, puisque quand on lit notre charte, on a vu quelles sont les institutions qui composent cette transition-là quand vous regardez. Présidence, gouvernement, et puis assemblée législative de la transition. Et puis aussi, il y a aussi un comité de suivi et d'orientation de cette période de transition. Donc quand vous regardez, il y a aussi une réalité, c'est que au sein de l'assemblée législative de la transition, il y a que, quand vous mettez le nombre de personnes désignées par les militaires, auquel vous ajoutez ceux désignés par le président d'Amiba, vous vous retrouvez déjà avec la majorité au niveau de l'Assemblée législative, ce qui en fait une caisse de résonance. Donc là-bas, il y a une mainmise qui est totale. Alors que c'est le contrôle, ils auront à contrôler l'action de ce gouvernement-là. Quand vous regardez aussi, on nous parle d'un MPSR qui devrait disparaître, mais il se retrouve dans un comité d'orientation qui est composé de membres et sympathisants du MPSR. Donc c'est comme s'il ne disparaît pas, mais il se renforce même d'ailleurs en étant dans une posture qui, pour moi, quand je regarde, crée un genre de bicéphalisme, notamment avec la présidence, parce que je me demande si à un moment donné, celui qui donne l'orientation, et en tout cas ceux qui regardent dans l'orientation, et puis celui qui est au pouvoir, s'ils ne s'entendent pas, qu'est-ce que ça va donner? Donc on est dans cette réalité-là. Maintenant, il y a un gouvernement sur lequel ils n'ont pas mis plus de main que cela, plus de poids que cela. Mais quand vous regardez aussi, c'est qu'il y a une communauté internationale qui regarde. Quand on avait le temps, avec le Mali par exemple, il y avait à un moment donné l'expression claire de ce que le Premier ministre soit civil, avec une composition de gouvernement. Lorsqu'on regardait, on essayait de voir un peu dans la composition. Donc ils ont été sensibles à ça. Ce qu'ils ont donné d'une certaine façon, ils ont eu à le reprendre d'une autre façon. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. Donc il y aura maintenant un gouvernement qui devra s'affirmer face à un comité qu'on a à côté,
d'orientation et c'est ce que j'attends de voir. D'accord. Alors, parlant des visages militaires de ce gouvernement-là, on a le ministre de la Défense, Aimé Saint-Poré, qui est reconduit, sinon maintenu à son poste. Pour beaucoup, pour un pouvoir qui est venu par les armes après un coup d'État, c'est quand même assez surprenant. Est-ce que vous partagez cette surprise-là de la majorité des Burkinabés? Oui, je souris parce que les acteurs du réseau social Facebook ont une phrase fétiche. Politique de chez nous, si on t'a expliqué, et puis tu dis tu as compris, c'est qu'on t'a mal expliqué. Bon, je reprends ces termes-là à mon compte parce que ça ressemble à cela. Et parce qu'on a un ministre de la Défense dont je ne remets pas en doute les capacités professionnelles, pas du tout, qui a fait ses preuves même à l'international. Donc, qui a beaucoup contribué également dans la rédaction de la politique de défense au niveau du Burkina. Et en tout cas, il a été l'une des chevilles ouvrières de la rédaction et qui parlait à l'oreille du chef de l'État bien avant sa nomination en ce qui concerne les questions de défense, qui a été ministre délégué donc à la défense avant d'être confirmé à son poste. Donc j'ai dit c'est un parcours quand même qui est riche et c'est quelqu'un qui sur les questions sécuritaires au Burkina, on ne pourra pas dire qu'il ne s'y connaît pas. Parce que si vous avez contribué à rédiger la politique de défense, ça veut dire quand même que les questions militaires, les réalités du terrain, vous les avez. Ensuite, à ce niveau de responsabilité, vous avez accès presque à toutes les informations. Donc au niveau des états-majors, terre, mer, non, on n'a pas la mer, de la terre, des airs et puis de la gendarmerie nationale, puisque vous fédérez toutes ces forces-là. Donc c'est effectivement un package d'informations sans oublier l'appui du renseignement. Mais vous voyez, le ministre de la Défense, général de son État, qui n'a pas pu effectivement tuer dans l'œuf un projet de coup d'État. Donc les renseignements n'ont été pris de court. Mais même aux premières heures, c'est lui qui est venu nous dire que d'abord on ne connaît pas qui ils sont et deuxièmement on ne sait pas ce qu'ils veulent. Ensuite, après on se rend compte, selon les informations qui ont suivi après, qu'il aurait tenté avec le patron de renseignement à l'époque de contenir la mutinerie en envoyant d'ailleurs les forces spéciales qui naturellement ont désobéi à ses ordres puisque les forces spéciales se sont ralliées. Et la suite on la connaît, c'est un président qui a été déposé. Et donc qu'il se retrouve effectivement dans ce gouvernement déposé, c'est au Burkina, quoi. Ailleurs, quand le gouvernement est renversé, il n'y a pas un seul qui revient. Ici, il est revenu. Et qui plus est, s'occupait, j'ai dit bien, des questions de défense. Et c'est lui qui était en tenue de combat qui est venu nous dire à la télé qu'il ne sait pas de quoi il s'agit. Et après, il découvre certainement avec nous que c'était un coup d'État. Lui-même, il est renversé. Et puis, bon, par après, il est rétabli. Et même son fauteuil est bétonné parce qu'il devient ministre d'État. Donc, ces dossiers vont directement sur la table du président de la République. De deux choses l'une. Ça veut dire que on pourrait écarter la thèse de la complicité, mais on pourrait dire que Roch avait vu juste. Si les putschistes qui ont renversé Roch arrivaient à installer leur pouvoir, tenter de faire accepter par le sceau de la légalité avec tous ces rafistolages, se retournent vers ce même ministre de la Défense et enfin un ministre d'État pour qu'il s'occupe des questions de défense, ça veut dire aussi, en dehors peut-être qu'il ait été complice, là aussi ça a démontré. Ça veut dire que le président Kaboré aussi n'était pas trompé de choix sur la personne du général Saint-Poré. Et donc, dans ces conditions, ce que nous, Burkinabés, qui voulons la paix, ce qu'on peut lui souhaiter, c'est effectivement comment on appelle ça, c'est fructueuse mission. On ne peut pas dire autre chose que cela. Donc, c'est tout ce qu'on peut dire. Mais la vérité aussi, c'est que parmi les anciens membres du dernier gouvernement, M. Saint-Poré n'a pas été le seul à avoir été consulté. Non. Il y a deux autres. Lorsque les anciens ministres ont été appelés par les nouvelles autorités et que l'instruction leur avait été donnée de ne pas quitter Ouagadougou en dehors d'une demande d'autorisation dûment adressée à qui de droit et de se mettre et d'être à côté, les trois ont été reçus séparément par les autorités militaires. Il s'agit de lui, du ministre Ouarou et du ministre Béchir. Ils ont été reçus et on se rappelle après que certains activistes avaient dit
qu'ils sont repartis prêter allégeance. Alors que c'est à la demande des autorités en place que ces messieurs ont été reçus et consultés. Parce que dans leur élan, il ne fallait pas tout vider. C'est le calcul aussi qu'ils avaient fait. Certains étaient bien à leur poste. Eux pouvaient, d'une façon ou d'une autre, accompagner le processus qui venait de commencer. Il restait à savoir si ces messieurs allaient donner un feu vert. Et parmi les 3 que j'ai cités, il y a un qui s'en est ouvert à ses amis qui lui ont dit « Écoutez, vous êtes des hommes politiques. Nous ne sommes pas des hommes politiques. Donc nous avons un autre regard qui n'est pas celui politique. Vous regardez opportunité et gain par rapport à ce que cela peut vous apporter et tout. Mais si d'aventure vous allez accepter le poste, faites en sorte d'avoir l'onction du président Kaboré. Faites en sorte que le président Kaboré vous donne sa bénédiction et vous dise vous pouvez y aller parce qu'après tout il faut penser nation. Ces confidences nous les avons eues par l'un des proches de ceux qui ont été consultés. Et vérification effectivement faite, ces 3 ont été consultés. Je ne sais pas si parmi les anciens ministres, d'autres l'ont été, mais les 3 l'ont été, effectivement. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Mais on aura remarqué également qu'à un moment donné, il y a eu des tirs groupés sur les personnes du professeur Ouaro et sur Béchir Ismaël Ouedraogo. Il y a eu beaucoup de tirs groupés, des informations portées, des accusations portées à tort ou à raison. Le ministre Bachir d'ailleurs a déposé plainte pour ce qui le concerne, pour diffamation, mais ça n'empêche pas qu'on ait remarqué ça à un moment donné. Est-ce que c'est celui-ci qui explique cela? Je ne sais pas. Donc je dis bien, le général Semporé n'a pas été le seul à avoir été consulté. Maintenant, le seul peut-être avoir accepté ou avoir été retenu, parce qu'on peut vous consulter sans vous prendre. Parce qu'à moins d'1 heure même de l'officialisation de la liste, même à 30 minutes de l'officialisation de la liste, on peut ramener la liste, changer un nom. Même dans le dernier gouvernement qui est tombé, il y a des gens qui l'ont été comme ça, qui ont été repris à la dernière minute avec le dernier poste qui restait, mais pour d'autres explications. Alors c'est pour dire, Président, que effectivement, ça suscite beaucoup de commentaires, chacun y allant de son commentaire, mais bon, les choses étant cela, et puis politiquement, parfois on n'a pas les mêmes regards ou les mêmes objectifs. Bon, chacun aussi va aller de son commentaire et moi c'est ce qui se passe actuellement. D'accord. Alors, juge Va, on voit que la réconciliation nationale est érigée une fois de plus en priorité par les nouvelles autorités. Portefeuille maintenu, ministère d'État, Hiroboli à la manette. Votre regard par rapport justement à ce choix-là? Oui, bon, moi je vais revenir d'abord sur la question que vous posiez tout à l'heure, la grosse surprise du ministre de la Défense qui a été reconduit et même renforcé parce qu'il devient ministre d'État. Moi je suis désolé de le dire, c'est pas seulement une surprise, c'est que quand on regarde, ça suscite beaucoup de questions qui sont légitimes. Parce que entre le dimanche, celui qui disait ne rien comprendre à ce qui est en train de se passer et celui qu'on remet en selle et qu'on renforce, entre-temps, il y a beaucoup de questions. Et puis, quelquefois, je pense qu'on ne veut pas se dire certaines vérités qui sautent à l'œil dans ce Burkina-là. Pourquoi est-ce que la photo d'un Maïga aux côtés des membres du MPSA a fait tant jaser? Parce que tout le monde s'est posé la question de savoir, mais diantre, d'où il tirait ces informations? Et la simple photo a achevé de donner une réponse à certains. On a un MPSA dont on connaît certains visages, mais dont on ne connaît pas tous les visages. Donc aujourd'hui, quand il y a des décisions nouvelles qui viennent, elles permettent de lire, pour certains, et d'avoir peut-être des réponses à des questions, ou encore de susciter de nouvelles questions. Et je pense que cette reconduction pose une véritable question, c'est de savoir, était-il vraiment au courant ou pas? S'il était au courant, c'est que c'est grave. Parce que c'est le premier militaire dans la lutte contre le terrorisme sous Roch Kaboré. Il était le ministre de la Défense. Ou bien le message qu'on est en train de nous donner, c'est que toutes les tares là, c'était seulement les civils. C'est la question que je suis en train de me poser. Ou bien que, peut-être que c'est le président Roch Kaboré qui concentrait toutes les incohérences, toutes les fautes, toutes les inaptitudes, pour qu'on en soit dans cette situation d'enlisement-là. Auquel cas, cela signifie que on peut revenir
dans le même système et obtenir des résultats différents. Moi, je dis, il y a beaucoup de questions légitimes qui sont posées avec cette reconduction. Y avait-il pas d'autres compétences? C'est la question que je me pose. Et quand on regarde très bien, en tout cas, on est en droit d'avoir des questions légitimes et se dire qu'est-ce qui n'a pas marché ou qu'est-ce qui s'est vraiment passé dans cette affaire-là. Ici, la première question que je posais et le premier argumentaire que je menais est vrai. Donc ça veut dire que le pouvoir rock était foutu depuis. Personne ne pouvait échapper à cela. Maintenant, ce qu'on veut, au regard de tout ça, c'est d'avoir maintenant des résultats probants sur le terrain. Bon, je comprends. Quand on a eu à faire un papier sur Inata, on s'est fait taper là-dessus, mais après, il y a eu une réponse, on nous a dit plainte contre X. Je ne pense pas que ce soit les civils qui étaient en train de, qui pensaient stratégie, qui étaient avec les militaires pour penser stratégie, qui étaient les coupables de ce qui s'est passé à Inata. Dans la chaîne militaire, il y a des gens qui devraient venir prendre la relève, il y a des gens qui devraient envoyer à manger et tout. Qu'est-ce qui s'est passé donc? Sur ce chapitre-là, il n'y a rien, il faut circuler. Est-ce qu'il n'y a pas autant, quand on entend les discussions qu'il y avait au départ, le MPSR et les partis politiques ou certaines autres franges de la société, autant on disait que vous avez une grosse part de responsabilité dans ce qui nous est arrivé. Est-ce qu'il ne faut pas courageusement regarder aussi dans le camp militaire pour dire il y a une bonne partie aussi qui est responsable de ce qui nous est arrivé? Donc dans les choix, il y a des questions légitimes que les Burkinabés se posent aujourd'hui. Et ce n'est pas méchant que ces gens-là posent des questions. Parce qu'il y a trop de zones d'ombre. C'était pour revenir sur la question que vous posiez au départ. Et ça, si je ne le disais pas, ça allait rester en travers de ma gorge. Maintenant, la question de réconciliation. C'est vrai, on revient sur la réalité qu'il faut que les Burkinabés se parlent. Et on est face aussi à un terrorisme qui a plusieurs visages et qui se nourrit d'abord de nos contradictions, mais aussi de nos oppositions. Donc à un moment donné, il faut rapprocher. Mais je dis, il ne faudrait pas qu'on en fasse aussi un genre de réceptacle dans lequel on met tout et qui devient un genre de folklore. On l'a vu, hein, c'était parmi les priorités de Roch Kaboré quand vous enlevez celle sécuritaire. La question de la réconciliation, c'est pas pour rien qu'il y a eu démarché un monsieur comme Zéphirin Diabré qui a accepté de venir à la majorité, nous a-t-il dit à un moment donné, soumission. Et bon, mais ça a donné ce que ça a donné. On était en train d'attendre des assises et tout. Et beaucoup se posaient les questions de savoir, mais c'est quoi vraiment la dynamique? C'est quoi la direction dans laquelle on part? Parce que dans la matière, vous savez, on ne se pose pas de questions lorsque la direction est bonne et elle est connue. Tout ce qui reste à faire, c'est avancer. Maintenant, quand tout le monde se pose la question, on avance vers quoi? Ça veut dire que la direction même a un problème. Et on ne lisait pas bien de là où on était en train de partir. Si on remet la réconciliation sur la table, j'espère que ça sera maintenant avec un nouveau paradigme, ça sera maintenant avec une nouvelle doctrine, ça sera maintenant avec une nouvelle façon de voir les choses, mais qui soit pour moi dans du concret. Et cela ne peut se faire sans une justice forte, une justice indépendante, une justice qui dit vraiment le droit. Je pense que ça aussi c'est très important. Mais regardez, même dans les certains faits qui ont marqué notre histoire et qui ont créé des clivages entre des personnes, entre des amis, entre Burkinabés. Regardez comment la situation du moment est en train d'impacter même aussi cette justice-là qui doit permettre d'élaguer un certain nombre de dossiers et puis nous rapprocher. Parce que le pardon, ça vient après quoi? Ça vient après qu'on ait dit, vous avez tort, lui il a raison, et que celui qui a tort dit, je reconnais mon tort, je demande pardon. C'est ça, justice et réconciliation. C'est de ça qu'il s'agit. Mais on a le procès Thomas Sankara. Aujourd'hui, on est devant encore le Conseil constitutionnel à qui on ramène la copie pour des actes et des décisions acceptées à un moment donné et dont l'onde de choc en train de rattraper même certaines juridictions. Voilà la réalité dans laquelle on est aujourd'hui. Comment, dans ce brouhaha-là, où on a une justice qui est devenue, je le disais la dernière fois ici pour rigoler, un genre de peinture abstraite, où on ne comprend plus rien, chacun vient et regarde et puis voit la beauté ou selon la laideur.
c'est devenu un peu compliqué. J'imagine comment les enseignants de droit ont des exemples patents, mais n'arrivent même pas à s'en sortir avec les interprétations que tout le monde fait d'un certain nombre d'éléments. Mais il y a une justice qui doit crânement jouer son rôle dans cette affaire. Et puis, il y a un ministère qui est remis à quelqu'un quand même qui, quoi qu'on dise aussi, a roulé sa bosse et dont on connaît le parcours, donc qui est habitué à ce niveau de responsabilité-là. Maintenant, la question même de la réconciliation, ça c'est une autre chose. D'accord. Alors, juge Bougman, on parle du ministère en charge de la réconciliation nationale. À ce poste-là, on a Yero Boli, administrateur civil, fin négociateur selon beaucoup d'analystes politiques. Est-ce que vous pensez qu'il a, je dirais, les arguments nécessaires pour ce poste-là? Bon, je ne sais pas. Fin négociateur, ça, je ne sais pas. Je préfère le dire. Ce que je sais, c'est que c'est un diplomate qui a fait la Côte d'Ivoire, qui a fait la Libye, qui a fait le Maroc. C'est d'ailleurs son dernier poste. Il fait partie des ambassadeurs qui ont été rappelés en mars 2015 à l'issue de la transition burkinabé. Il était aussi présenté comme le meilleur, comment on appelle ça, l'administrateur civil de confiance du président Blaise Compaoré. Donc sur les questions administratives, il est calé parce que c'est un énarque. C'est un administrateur civil qui a fait tous les cycles de l'ENAM. Donc, comme on appelle ça, CBA, pour monter à ce niveau de responsabilité. Donc, qui a aussi été ministre de l'administration du territoire de 1995 à 2000, c'est beaucoup, ça fait pratiquement 5 ans, mais aussi quand il a pris le ministère de la Défense en 2004, après le procès, la tentative de coup d'État de Nao Babou et de Diapagri Luther en 2003, c'est en 2004 qu'il a remplacé le général Lougué à ce poste-là. Et donc, il y a quand même duré. Il a duré à ce poste-là. Bon, et puis, la suite, on la connaît. La mutinerie leur a pas fait aussi de cadeaux à un moment donné. Donc, la mutinerie militaire, quand le gouvernement a été reconduit, c'est en ce moment qu'il a quitté le gouvernement. C'est en 2011. Donc, c'est en 2012 qu'il a été nommé ambassadeur. Donc, si c'est j'ai dit bien sûr les questions administratives, il s'y connaît. Voilà, les questions militaires également et sécuritaires, il s'y connaît. Quand bien même c'est un administrateur civil, parce que vous avez géré l'administration, parce que le ministère de l'administration du territoire va avec en même temps les questions sécuritaires. Parce que ailleurs on dit le ministère de l'Intérieur, mais en fait c'est le ministère de la Sécurité. Donc, vous avez ces missions-là. Après, vous gérez la défense et on dit de lui qu'il a été l'un des meilleurs ministres de la défense. Bon, c'est ce qui se dit. Donc, il a eu une longue expérience. Je rappelle d'ailleurs que vendredi, je disais qu'il fait partie de ceux qui avaient été pressentis pour être Premier ministre. Et ça aussi, c'est dans le gouvernement actuel. Donc, c'est cette expertise-là qu'il porte. Et donc, c'est un visage aussi qui ne mérite pas les Burkinabés, qui ne mérite pas les Burkinabés, qui ne fâche pas. Parce que ce n'est pas le visage des anciens commis de Blaise Compaoré dont la seule évocation du nom énerve déjà certains Burkinabés. Ce n'est pas ça. C'est quelqu'un qui est resté dans les proportions de sa profession. Et donc, quand certains avaient appris que c'est lui qui allait être Premier ministre, bon, il y en a qui n'ont pas trouvé à redire. Donc, il apporte son expérience, il apporte son carnet d'adresse, parce que j'ai dit plusieurs fois ambassadeur, il apporte aussi ses connexions, parce que c'est facile aussi d'aller parler à vos anciens camarades qui sont tombés depuis 2014, certains n'ont pas pu se relever. C'est facile aussi d'aller parler avec ceux qui sont allés au MPP parce qu'ils ont fait beaucoup de choses ensemble. Donc, quelqu'un qui est sur la brèche depuis les années 85-86 parce qu'il a même été préfet jusqu'à ce niveau-là. Donc, ce n'est pas des hommes qui ne connaissent pas, ce n'est pas des femmes qui ne connaissent pas. Donc, ce n'est pas ces réseaux internes, la connexion interne ou les réalités socio-politiques burkinabées qui ne connaissent pas. Donc, le reste, ça dépend, je dis encore, que comme Diabré avait été nommé, de l'attitude du Burkinabé, la qualité du processus, la sincérité des hommes. Mais si on va voir que c'est un ancien CDP qui va conduire le processus de réconciliation, donc il faut bloquer parce que s'il gagne, c'est le CDP qui aura gagné, on aura perdu. Malheureusement, il y a beaucoup de Burkinabés qui réfléchissent sur cela. J'avais dit ça quand Diabré a été nommé, que si on voit à travers la personne de Diabré le MPP qui gagne, on allait échouer. Certains m'ont dit que c'est un propos partisan. Non, mais c'est la réalité des faits au Burkina. Écoutez les gens, les autres, quand ils ne sont pas sur un plateau,
Non, à ces choses-là, non. Donc en réalité, on est toujours dans le calcul partisan. Religion, ethnie, groupe social, intérêt des réseaux, on est toujours dedans. Le Burkinabé, pour le moment, ne réfléchit pas trop aux nations. Encore, des gens ont dit, notre région n'est pas représentée dans le gouvernement. Et rapidement, ils ont effacé leurs commentaires parce que ce qui est venu en bas, c'est très grave. Ça, on a entendu parler. Il faut que l'ensemble des régions se retrouvent dans le... C'est devenu un problème sérieux. À tel enseigne que quand le professeur Soma a créé son parti, il a dit que quand il va composer ses ministres, chaque région va envoyer un fils. Chaque région doit envoyer un fils pour faire 13 ministres. Bon, ça peut répondre, oui, mais est-ce que le saut de l'efficacité forcément y est? J'ai dit, on a toujours d'exemples de fils qui ont été ministres qui n'ont rien fait pour leur localité d'origine. Et les localités ont été désenclavées par des fils qui n'ont rien à voir avec, qui ne sont même pas dans le chef-lieu de région. Je ne parle même pas de province, il n'est même pas de la région. Mais il a pu faire que des localités soient désenclavées. Donc ce calcul mesquin-là, on doit l'arrêter. Donc, et malheureusement, il y a beaucoup de Burkinabés qui sont toujours dans ce registre-là. Donc je pense aussi que avec le capital sympathie que Yero Boli a, c'est un avantage. C'est une vraie force pour pouvoir enclencher le processus. Parce que, à la différence de M. Diabré, il n'est pas président de parti. Parce que M. Diabré, quand il s'assoit, il y a des anciens camarades du chef de file de l'opposition qui disent « Mais vous nous avez laissé pour aller à la majorité ». Quand il s'assoit avec ces anciens, avec ceux qui ont été chassés en 2014, vous étiez le chef de file de l'opposition quand nous chassait de Ouagadougou. Donc, il faut reconnaître que ce n'est pas facile dans ces conditions-là. Et donc, maintenant, je dis bien avec Yero Boli, dont les relations avec le président Blaise ne se soient pas détériorées, parce que si ça s'est tellement détérioré, je ne crois pas qu'il allait avoir cette confiance-là d'être ambassadeur dans un pays stratégique pour le Burkina du temps de Blaise Compaoré comme le Maroc, et revenir et rappeler, c'est les autorités de la transition naturellement qui l'ont rappelé. Donc je dis bien, il y a cet avantage de ce capital sympathie, mais aussi d'un passé professionnel qui est quand même riche en enseignement et en expérience et dont on cite parfois comme des exemples. Donc je pense que dans ces conditions, il a de bons points en avance. Maintenant, le reste, ça va dépendre de la qualité de son processus. D'accord. Et aussi de la sincérité des hommes. Est-ce qu'il viendra avec un autre schéma où on maintiendra les chantiers que M. Diabré avait enclenchés pour le forum de la réconciliation? Tout ça là, c'est à voir. Alors, parlant de la reconduction du ministre de la Défense, vous avez parlé de surprise. Une autre surprise, c'est l'entrée au gouvernement de Bassolma Bazié, le général, comme beaucoup l'appellent dans le milieu syndical. Pour connaître en tout cas le milieu syndical, on ne pouvait pas trouver mieux. Est-ce que c'est un bon casting? Vous savez, la question du bon casting, ça va se faire à l'aune des résultats qu'on va avoir sur le terrain. C'est là on saura si le casting il est bon ou il n'est pas bon. Mais ce qu'on peut dire là, ici et maintenant, moi, c'est un choix audacieux. Ça, il faut reconnaître l'audace de le choix qui a été fait. Et je me demande quels ont été les arguments qui ont été présentés à Bassolma Bazié pour que, à la fin, il accepte. Parce que, pour une surprise, c'en est vraiment une. La preuve, quand vous regardez au niveau de la CGTB, celui qui lui a succédé, on l'a vu écumer les plateaux la semaine dernière, il a aussi marqué sa surprise, et puis en même temps, il a lancé un bon petit message en termes de pic à celui à qui il a succédé. Il dit, c'est en toute responsabilité peut-être que le monsieur il a pris cette décision, en tout cas eux ne comprennent pas cela, mais il a choisi son camp et apparemment il va l'assumer. Je pense que le message n'est pas plus clair que cela. Maintenant, qu'est-ce qui a conclu à ce que Bassolma Bazié l'accepte? Ça aussi, bon, c'est lui seul qui peut nous le dire. Mais qui, mieux que lui, connaît les revendications de ce monde syndical-là? Lorsqu'on sait qu'il les a portées pendant 8 ans, avec ses frappes chirurgicales, comme il aimait l'appeler, et puis le bras de fer qu'il avait avec les ministres d'antan. Donc, il vient à la tête d'une fonction publique dont il maîtrise, en termes de tenants et de contenu, les revendications qui sont celles de ces désormais anciens camarades. Parce que je ne sais pas si c'est comme ça on peut dire la chose. Au moins ça, il les connaît. Pour avoir participé peut-être à la rédaction, pour avoir participé forcément aux discussions, pour avoir défendu les mêmes dossiers, il les connaît assez bien. Mais vous savez, connaître un dossier,
en avoir discuté, peut-être même en avoir élaboré les formes et les fonds, lorsque vous changez de camp et que vous êtes celui qui doit apporter les réponses, ce n'est pas forcément la même chose. Parce que lorsqu'on pose les conditions, c'est au regard de ses intérêts, c'est au regard de sa réalité, c'est au regard d'éléments propres à sa corporation. Maintenant, quand on doit répondre à ces éléments-là, c'est au regard d'abord de ce qu'on vous met à disposition, de ce que vous discutez et que vous pouvez concéder, et en plus que vous êtes ministre, mais tout cela s'imbrique dans un cadre qui est encore plus large. Et donc, quand vous devez concéder, il y a des discussions qui se font même avec le ministère des Finances, il y a des implications qui sont entrevues, donc discutées avec les autres ministres. Et puis après, il y a même quelquefois un arbitrage qui est fait aussi par le Premier ministre et tout. Donc, vous n'avez pas forcément le coup de franche, vous n'êtes pas arc-bouté seulement que sur le seul regard des intérêts que vous représentez. Donc, c'est dans un contexte différent qu'il est maintenant. Mais ce sera ça la beauté aussi de ce gouvernement-là, et justement de la façon dont les choses doivent être menées au niveau de la fonction publique. Parce que quoi qu'on dise, il cristallise aussi toutes les frustrations d'un agent de la fonction publique qui, à son corps défendant, a été obligé de quitter et de partir. Et on sait comment, on ne va pas rappeler l'histoire ici. Et l'ironie du sort, le fait revenir en tant que ministre de la fonction publique. Donc, ça veut dire qu'il était d'un autre côté, mais là, il repart de l'autre côté, mais à la tête. Et ça, j'attends de voir vraiment ce que ça va donner. Pour la maîtrise des dossiers, personne ne pourra le lui apprendre. Maintenant, dans ce qu'il pourra apporter, ça, c'est tous les champs des possibles maintenant devant. Et surtout que, de ce qu'on a entendu, rien que la semaine passée, il y en a qui l'attendent de pied ferme. D'accord. Alors, Juge Bougman, votre regard par rapport à cette nomination-là, Bassolma Bazié, qui a conduit beaucoup de combats dans le milieu syndical. Aujourd'hui, dans le gouvernement, il doit en quelque sorte importer le message du gouvernement. Est-ce que c'est une patate chaude, ou bien vous pensez qu'il a la carrure, les épaules assez larges pour assumer ce poste-là? Bon, patate chaude, je ne sais pas. Épaules assez larges, je ne sais pas. Personnellement, ce que je sais, c'est que Bassolma Bazié soit nommé ministre, moi, ça ne m'étonne pas. Mon étonnement, c'est dans ce gouvernement. Parce que c'est pour des questions de principe qu'il a défini son combat. En 2015, il a appelé à résister à un coup d'État par tous les moyens et à lancer le boycott général. Donc, l'administration, il a paralysé jusqu'au rétablissement des autorités de la transition, avec qui il ne filait pas non plus, comment on appelle ça, oui, tout à fait. Donc, il ne s'entendait pas bien sur certaines questions, mais ça ne l'a pas empêché d'appeler à résister ouvertement à un coup d'État, avec tous les risques que cela a comporté. Il a plusieurs fois dit sur ce plateau, je le confesse, il m'a appelé autour de 19h. En son temps, nos engins étaient déjà en feu. Ça, il a dit. Et c'est vrai. Et après cela, il y a eu même ces mouvements suspects autour de sa personne en circulation. Donc, j'ai dit, c'est quelqu'un qui a risqué sa vie, sa carrière et tout, pour pouvoir faire en sorte qu'on résiste à un coup d'État. Maintenant qu'il rentre dans un gouvernement issu d'un coup d'État, c'est là que je suis surpris. Sinon, quand vous regardez sa trajectoire professionnelle, ce qu'il a comme bagage, et vous faites des projections à partir de sa date de fin de mission à la CGTB, vous faites des projections, et personnellement je m'étais dit que si c'est trop, c'est 5 ans pour qu'on retrouve M. Bazié dans un gouvernement au Burkina. Il y a un champ lexical qui accompagne tout leader. Il suffit de savoir l'analyser avec ce que cela implique, et vous allez retrouver les mêmes résultats. Surtout que entre la position syndicale et la position politique, il n'y a qu'un seul pas à faire. En réalité, c'est l'envers de la médaille. Sauf que l'autre a pris sur lui la responsabilité de se mettre au service des citoyens, la politique étant par définition le fait de se mettre au service de la cité. Et l'autre a pris sur lui la responsabilité de défendre les citoyens
face à celui qui dit qu'il se met au service pour qu'il n'abuse pas de sa posture de serviteur pour se servir lui-même. Mais en même temps, c'est un très bon attelage dans d'autres pays. Des Allemands, je crois, oui, c'est des Allemands qui ont tenté de créer des entreprises dans un des pays latino-américains, ça doit être le Mexique, mais n'ont pas pu faire. Parce que l'exigence, pour eux, il fallait avoir du syndicat là-dedans. Et c'est un pays où on interdit les manifestations syndicales. Ils disent, bon, si c'est comme ça, nous ne pouvons pas. Et ils n'ont pas installé. Ils disent, non, ça ne va pas avec eux, parce que c'est donc des partenaires sociaux, des gens capables de vous dire la vérité, tout et tout. Donc, pour revenir à M. Bazé, c'est beaucoup plus là ma surprise. Sinon, qu'il soit nommé ministre un jour, cela n'allait pas du tout m'étonner. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Effectivement, il vient dans un contexte difficile où il est vraiment à l'aise et où il a les dossiers en main. Ce sont les plateformes, ce qui est contenu dans les différentes plateformes revendicatives des syndicats, qu'ils soient affiliés à la CGTB ou pas. Parce que dans l'univers des centrales syndicales, où il a parfois été président du mois, les autres problèmes des autres syndicats, affiliés ou non à la CGTB, sont centralisés là-bas. Donc, ça, il ne vient pas en terrain inconnu par rapport à la maîtrise des dossiers des syndicats. Maintenant, les dossiers du ministère de la fonction publique mis en relation avec les dossiers des syndicats, là il y a un autre apprentissage qu'ils doivent effectivement pouvoir faire. Surtout avec une digitalisation, une modernisation qui a commencé. Mais il a l'avantage d'avoir dans cette équipe l'ancien secrétaire permanent de la modernisation de cette fonction publique-là, à travers la personne du nouveau secrétaire général du gouvernement et du conseil des ministres. Donc, je pense que ça va faciliter l'apprentissage au niveau du gouvernement, sans compter qu'il y a une équipe au niveau du ministère de la fonction publique qui pourront naturellement faciliter son outillage et la prise en main des dossiers. Alors, parce que porter les revendications des travailleurs est une chose, maîtriser les réalités du ministère, c'est une autre paire de manches. Et là, il y a un processus naturellement d'outillage, d'apprentissage à faire par rapport à cela. Parce que quoi qu'il en soit, un ministère, c'est plus ou moins des camisoles cousues. Vous arrivez, il y a des marges de manœuvre que vous pouvez vous offrir, mais il y a effectivement de l'apprentissage à faire. Et puis, dans notre contexte burkinabé, les réalités sont telles que ce n'est pas aussi évident. Mais c'est quelqu'un qui est très attendu. Attendu au ministère, parce que certainement les agents vont dire, bon, comme de l'extérieur vous dites que nous ne faisons rien, vous avez les clés en main. Très attendu là-bas. Très attendu aussi par ses anciens camarades qui ont affiché aussi des positions de principe et qui ont dit, non seulement nous sommes surpris, mais notre posture ne change pas en fonction de l'interlocuteur. Il n'y a pas de traitement de faveur qui vaille. Le seul traitement de faveur, c'est quand vous aurez maîtrisé, c'est d'avoir fait votre boulot. C'est même pas une affaire de traitement de faveur. Vous avez fait votre boulot, ils vont vous féliciter. Et il est bien payé pour savoir qu'au niveau de la CGTB, ça ne tolère pas. Donc il est très attendu. Et par les hommes politiques également, à qui il a donné du fil à retordre, que ce soit ceux qui sont tombés en 2014, ceux qui ont fait la transition, ou le régime du pouvoir qui vient de tomber. Donc il est le régime du pouvoir Kaboré. Donc ça dit que il est très, je dis bien très 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 attendu. Et il est conscient et il le sait très bien. Maintenant, reste à savoir comment est-ce que il va aborder ces questions-là. Pour quelqu'un aussi qui avait demandé en 2015, quand il était consulté, que s'il fallait venir, fallait faire du bénévolat. J'ai dit aussi c'est ça. Donc, sur toutes ces questions, on ne se voile pas la face. Et j'ai dit, s'il y a quelqu'un qui est mieux placé, qu'il est très attendu, c'est beaucoup plus la personne de lui-même. Mais les tirs groupés, les vrais tirs, ne viendront pas forcément des autres. Ça viendra beaucoup plus de son camp. Parce que dans son camp, ces genres de sorties sont moins tolérés. Et les initiés savent de quoi je parle. La tolérance zéro n'existe pas. Ou c'est un pas que vous faites. Pour certains, même, vous avez trahi une certaine ligne de conduite et vous devez être traité sans ménagement comme tel pour éviter d'éventuelles brebis galeuses.
Je dis bien que les initiés savent de quoi je parle. Et là, c'est beaucoup plus là-bas que les tirs vont venir. Et M. Bazé le sait. D'accord. Alors, un autre ministre qui est attendu à l'œuvre, c'est bien Lionel Bilgo, écrivain, analyste politique, visage très bien connu des téléspectateurs et auditeurs de Truth TV et Watt FM. Votre regard là-dessus sur cette entrée-là de Lionel Bilgo? Oui, l'entrée de Lionel Bilgo, pour moi, c'est plein d'enseignements aussi, hein, ça il faut le dire, parce qu'on l'a beaucoup reçu ici, sur nos plateaux, on l'a vu aussi ailleurs. Lionel Bilgo qui a été, dont on connaît le parcours, hein, le KR Média, AGFI, après Bayard, dont il était à la tête pour ce qui est du département Afrique, et puis il laisse tout ça et il vient créer Téménis Média, dont il est co-fondateur, et puis bon, on l'a beaucoup vu aussi ces derniers temps avec son projet Soldats je vous aime, lequel projet quand même a eu un impact fort, notamment dans les troupes. Et on sait que même avec ce projet-là, il y avait des campagnes, il est même allé dans la zone des 3 frontières, il était donc au fond avec certains et tout. Donc je veux dire que c'est quelqu'un qui n'est pas resté seulement dans la critique, parce qu'il était sur les plateaux en tant qu'analyste politique, donc en tant que critique. Mais en même temps, on suivait ses actions, parce qu'il ne restait pas seulement sur le plateau, les écumait pas seulement pour dire non, ça ne va pas ici, ça ne va pas là. Il avait quelques actions, même à l'endroit des placiers internes et tout. Donc il était à la fois dans la critique, mais aussi dans l'action. Maintenant, sur les questions même parce que ce qui lui échoue maintenant, c'est le ministère de l'Éducation et la promotion des langues. Je pense que même plusieurs fois, on est revenu sur ces débats-là, sur ce plateau ici, au tribunal de l'actualité. Bena qui a même abordé ces questions-là le sait assez bien. On connaît ses positions sur ce qui est enseigné très souvent dans nos écoles, notre histoire qui est racontée autrement. Il a en tout cas beaucoup de positions sur ce que devaient être nos langues nationales dans nos curricula et tout. Il a en tout cas ses positions et j'espère que là maintenant c'est l'opportunité qui lui est donnée de les transpirer et de les faire valoir. J'ai dit c'est pour moi beaucoup de leçons parce que c'est à la fois inspirant de savoir que c'est vrai que certains disent oui, la critique facile. Non, la critique n'est pas intrinsèquement facile. C'est la posture que vous avez après qui vous met dans ce que vous ramenez aux autres. Un genre de critique facile, donc de confort dans lequel vous êtes. Parce que si vous passez votre temps à critiquer et puis jamais il y a d'action qui suit après, c'est que vous êtes dans le confort de la critique, c'est ça qui est facile. Parce que vous dites, sur la question des déplacés internes, on ne fait pas ce qu'il faut, et on ne s'occupe pas assez d'eux, mais vous n'êtes pas capable d'adhérer ou bien d'initier des petites campagnes pour qu'on puisse envoyer des vêtements ou des petits éléments chez ces Burkinabés qui sont des frères et qui sont dans des situations difficiles. Vous ne dites pas, bon écoutez, avec les soldats aujourd'hui on a l'impression que les choses sont mal faites, il y a une démoralisation des troupes, vous n'engagez rien pour pouvoir remonter les choses. Je dis, lui, il nous a démontré un peu cela. Il y avait la critique, mais après cela, il était aussi dans un certain engagement. Il ne s'arrêtait pas à dire voilà ce qui ne va pas, voilà ce qui ne va pas. Il y avait aussi de l'action dans sa façon de gérer les choses. Peut-être c'est ce qui aussi a valu aujourd'hui qu'il soit là où il est. Et ce qu'on peut espérer, et pour moi c'est ça aussi qui est important, et c'est l'enseignement aussi pour les jeunes et qui veulent bousculer, c'est que quand vous bousculez, quand vous le faites bien, ça se remarque. Je crois que ça c'est important. Et vous avez droit au chapitre. Et ça c'est très important. Et on espère maintenant qu'avec le ministère qui lui échoue, parce que quoi qu'on dise, c'est quand on parle de ça, c'est la bonne frange de notre population, c'est des jeunes. Est-ce que quand vous prenez les lycéens, collèges, machin, vous n'êtes pas à pratiquement 5 millions. Donc c'est tout cela qu'il va falloir gérer. C'est des élèves, on connaît comment est-ce que ça bouillonne lorsqu'ils lancent leur mouvement, et puis on sait comment très facilement aussi ça dégénère, comment aussi ça va très vite. Et puis quand on prend aussi le contingent de notre fonction publique, ceux qui sont dans le domaine de l'enseignement sont les plus nombreux. Donc, ça veut dire qu'il y aura une pression qui sera très forte. Et puis, il y a des grands dossiers qui l'attendent. On l'a entendu sur la fermeture des ENDA. Il y a beaucoup de questions qui sont claires et nettes posées là, sur lesquelles on va essayer de voir maintenant, après la critique, après la position que vous avez partagée, maintenant que vous avez des leviers, qu'est-ce que vous allez faire, qu'est-ce que vous allez décider. Et vous savez, en la matière, ce qui est intéressant, tout à l'heure, Bernard le rappelait pour Bassolement Bazier, où
où il disait si on l'appelle et qu'il va dans un gouvernement, ça sera sans rétribution et tout. Ça, la vidéo elle continue de circuler parce qu'on est très fort là-dedans. Autant quand vous êtes sur ces plateaux, quand vous avez des propos et des postures que vous tenez, à un moment dans votre action, lorsqu'il y a hiatus, il y a la VAR. On va vous le rappeler, vidéo, preuve à l'appui, voilà ce que vous disiez, voilà ce que vous faites. Donc, ils sont aussi exposés par cela. On ne va pas rappeler, par exemple, quelqu'un comme Dandilou qui aussi en son temps, sur la question du porte-parole au niveau du gouvernement, disait qu'il n'envoyait pas ni la portée, ni l'intérêt. Mais il a fini ministre de la communication, porte-parole du gouvernement et tout. Les gens le lui ont rappelé, mais ça n'a pas empêché qu'il a été un bon porte-parole du gouvernement, qu'il a été un bon ministre de la communication. Donc je veux dire, à la fin, il y a, peut-être que vos propos peuvent vous rattraper, mais je pense que dans l'action, tant que vous êtes droit dans vos bottes, et c'est ce qu'on va souhaiter d'ailleurs à Lionel Bilgo, pour moi la leçon est le caractère inspirant du parcours, que cela transpire une jeunesse en laquelle on puisse faire confiance et qui puisse le ramener avec des résultats probants. D'accord. Alors en plus de son background et des qualités qu'on lui connaît, Lionel Bilgo c'est aussi l'un des visages jeunes de ce gouvernement-là. Est-ce que ce n'est pas un message que les nouvelles autorités ont voulu passer à travers cette nomination? Tout à fait. Je cherchais d'ailleurs l'un de ces extraits, je n'ai pas trouvé, sur son livre du Burkina Faso, du rêve à l'action, créons demain, où il dit, c'est vrai, les jeunes peuvent en vouloir aux anciens, mais il appartient aussi à cette jeune-là à un moment donné de s'affranchir, de se lever, de s'assumer. Et quand il cite les anciens qui sont arrivés au poste de responsabilité, qui a 27 ans, qui a 30 ans, qui a 29 ans, ils n'ont pas attendu. Ils ont eu seulement leur courage de pouvoir effectivement s'assumer. Donc, et qui dit, il faut également avoir le courage de s'engager, donc oser s'engager. Donc, maintenant, je dis bien que on remarquera aussi que quand la composition de la commission technique a été rendue publique, ils sont nombreux qui ont demandé mais où est Bilgo sur la liste. Bilgo et Rassablaga. Beaucoup ont demandé leurs deux noms. Nous avions aussi entendu dans le dernier gouvernement de Roch Kaboré que dans les consultations, Bilgo aurait été consulté, vrai ou faux, on ne sait pas. Mais à plusieurs reprises, on avait eu effectivement vent de ce genre d'informations. Donc, et signal fort envoyé à la jeunesse, signal fort également de certains jeunes qui estiment que si l'opportunité leur est donnée de prouver qu'ils ont quelque chose dans le ventre, ils vont le faire avec leur force et leur faiblesse. Ceux qui nous gouvernent, c'était pratiquement au même âge. Certains même étaient plus âgés que Bilgo quand ils abordaient certaines responsabilités. Ça les a permis d'apprendre, de commettre des erreurs, d'apprendre et à un moment donné de se parfaire. Avec, je dis bien, ce qu'on a. C'est pourquoi certains aujourd'hui sont à des postes mais ils ne répondent plus. Ils ne répondent plus parce qu'ils ne peuvent plus faire autre chose. Ils ont déjà donné leur contribution il y a même peut-être 15 ans en arrière. Aujourd'hui, c'est leur simple image qui peut crédibiliser un processus ou rassurer sur ne sait pas beaucoup plus de résultats probants qu'on attend. Non, de ce qu'ils ont fait. Maintenant, pour terminer, en ce qui concerne Bilgo, oui, signal fort envoyé à cette jeunesse de ne pas aussi rester en marge, mais de s'assumer. Mais il dirige bien également. Et pour un apprentissage, il est vraiment allé à l'école, quoi. Non seulement c'est le ministère de l'Éducation, c'est vraiment l'école, mais c'est le gros ministère de l'administration publique. C'est bien corsé. En termes d'effectifs, c'est le plus gros. Donc c'est vraiment à l'école qu'il est allé, quoi, de mon point de vue. Mais maintenant, est-ce qu'on vient dans un ministère forcément pour apprendre ? Non, on vient pour apporter quelque chose. Mais dans l'apport, on apprendra aussi à y aller. Si on va mettre la posture de l'apprentissage avant l'action, nous allons nous tromper. Donc, signal envoyé à la jeunesse, ce qu'on leur souhaite, j'ai dit bien, c'est une fructueuse mission, surtout dans un ministère qui est le plus gros en termes d'effectifs, qui rassemble beaucoup aussi de syndicats. Il y a beaucoup de syndicats dans ce ministère, je n'ai pas les derniers chiffres, oui, mais c'est presque 20. Ou de presque 30, hein, si je ne me trompe pas. Il faut que j'actualise les chiffres pour voir. Mais c'est un ministère qui a beaucoup de syndicats et il y a beaucoup de problèmes à gérer. Donc, et il vient à un moment donné où il y a beaucoup d'élèves qui ne peuvent plus faire classe. Entre la théorie couchée dans un livre et l'opportunité qui vous est donnée de créer de l'action, de prouver qu'on peut compter sur cette jeunesse aussi,
Bon, donc je pense que c'est beaucoup plus le challenge, mais qui a aussi eu l'avantage d'avoir fait plusieurs organismes à l'international. Il est dans la consultation aussi. Bon, on attend de voir qu'est-ce qu'il va pouvoir donner au Burkinabé, mais c'est un des ministres aussi les plus attendus en plus de Bassolma Bazé. D'accord, alors une poignée de secondes, dernière question au juge Voa, c'est la question du genre toujours. L'autre moitié du ciel est représentée dans ce gouvernement avec 6 ministères, 6 portefeuilles, dont celui en charge des affaires étrangères. Un mot là-dessus, sur la représentation des femmes dans ce gouvernement-là. Oui, je pense qu'on peut faire plus, on peut faire mieux. Mais vous savez, si on veut faire de la critique, on va demander, bon, il y a combien de femmes pendant le coup d'État? C'est quelqu'un qui faisait cette boutade-là. Mais je vais dire, on aurait pu faire quand même parce que on aurait pu faire mieux, parce que là, on est dans du nominatif. Et donc, en la matière, on pouvait donner la leçon. Mais j'ose espérer aussi que c'est avec les résultats que ces dames-là auront, ces résultats probants-là, qu'on pourra aussi avoir à dépasser souvent ces barrières qui pour moi sont trompeuses. Les femmes peuvent souvent beaucoup mieux que les hommes. Il suffit seulement de leur faire confiance. Maintenant, on est aussi dans une ère qui est très spéciale et très sensible. Très souvent, on sait comment ça fonctionne. C'est pas facile aussi pour des dames d'accepter de venir dans un gouvernement aussi issu d'un coup d'État. Ça aussi, c'est pas simple. Analyse et décryptage du gouvernement 1 du docteur Albert Ouédraogo. Voici le sujet qui a été enrôlé pour cette première convocation. En tout cas, on a pris connaissance des différents ministères, des défis qui attendent les uns et les autres. Nous aurons en tout cas l'occasion de revenir là-dessus après les premières actions posées par ces différents ministres-là. Merci, messieurs les juges, pour les clés de lecture. On met un point final à la présente convocation et on se donne rendez-vous demain pour la même mission, poser un regard critique sur l'actualité. Mais en attendant, restez fidèles au programme des médias leaders, True TV et Watt FM.